Et du coup, je pense que je vais partager, quand même commencer à partager le diaporama. Hop, 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 hop. Est-ce que vous voyez... Alors moi, je vois plus du tout, j'ai plus accès à la conversation. Est-ce que j'ai juste une personne qui peut prendre le micro pour me dire si vous voyez si vous voyez le diaporama que je vais mettre en plein écran, hein. Oui. Ok, super, merci beaucoup. Je vais mettre peut-être plus... Non, mon son, il a fond. Tac, je vais mettre... Ouais, je vais laisser la parole à Sylvain. Et du coup, je vois plus du tout les questions dans le chat, donc ça vous empêche pas d'en mettre, hein, puis on en parlera après. Enfin, si vous avez des interrogations, n'hésitez pas, ou on pourra se prendre un temps d'échange. On a du temps, hein, donc on pourra échanger après. Voilà, je laisse la parole à Sylvain. Donc effectivement, on va vous proposer une petite revue de la littérature sur les abords vasculaires. Vous verrez, je vais vous présenter plusieurs études. On va pas tout détailler, je vais passer assez vite pour pas vous assommer non plus à coups de chiffres dans tous les sens. Mais l'idée, c'est que vous puissiez un peu voir c'est quoi les pistes qui sont à l'étude en ce moment, des choses auxquelles peut-être des cliniciens vont vous confronter à cause de ces différentes notions. Et puis que si jamais vous avez envie de chercher une ressource ou une autre après coup pour justifier une pratique ou une autre, que vous ayez là tout près déjà les différentes références qu'on a pu nous retrouver. Je ne sais pas si vous voyez la souris par contre sur le diaporama. Euh, En tout cas, donc là, pour resituer un peu les différents abords sur lesquels on va parler, là, on va surtout parler de PICC line, de midline et de cathéters veineux centraux. Donc ça, c'est tiré de la revue de la SF2H là, sur les abords vasculaires en 2019. Donc juste pour rappeler quelques notions centrales, le midline se pose au niveau du membre supérieur dans la veine basilique ou céphalique, donc au-dessus du coude. Son extrémité se finit au niveau de la veine axillaire, donc c'est pas une voie centrale. Certains produits qui sont vénotoxiques ne peuvent pas être mis sur un midline. Et puis, la plupart des fabricants recommandent une durée d'utilisation d'un midline de max 28 jours. Le PICC line, le point d'abord se fait au même endroit, mais par contre, l'extrémité va beaucoup plus loin, c'est une voie centrale. Ça va jusque dans la veine cave supérieure. Donc, on peut y mettre différents produits vénotoxiques comme des chimiothérapies, certaines nutritions parentérales, etc. Et puis, la durée d'utilisation du PICC line, ça dépend les références, etc. Mais souvent, on dit que c'est 3 mois maximum. Et enfin, le cathéter veineux central, donc, qui lui a un abord souvent jugulaire, parfois en sous-clavier ou en fémoral, qui est une voie d'utilisation beaucoup plus courte théoriquement, avec une extrémité qui finit en jonction cave supérieure. Pour vous situer ici, là, sur les différentes durées d'utilisation de ces dispositifs, juste pour vous montrer qu'en fait, quand on cherche une durée d'utilisation d'un abord veineux entre 7 jours et 28 jours, et ben en fait, même dans les recommandations, toutes les options sont un peu possibles. Donc là, c'est toujours la SF2H où on nous dit qu'on peut mettre un mid ou alors un pic avec un mid en alternative ou alors une voie centrale, ça dépend. Mais donc, pour des durées d'utilisation, on va dire moyennes, de moins d'un mois, ces différents dispositifs semblent avoir une place dans ce qui est recommandé. Sachant que sur le versant clinique, avoir un abord vasculaire pérenne, c'est vraiment une question qu'on se pose tous les jours et les différents stages notamment que j'ai pu faire en médecine conventionnelle, c'est vraiment mais quasiment tous les jours où on a le problème d'un patient qui doit avoir un traitement par voie veineuse et qu'on n'arrive plus à piquer parce que c'est un patient qui est âgé, qui a été piqué beaucoup de fois ou j'en passe. Et le temps passe, la journée avance, et puis les 16 heures, on n'a toujours pas de voix. L'infirmier a demandé à son collègue de piquer, il n'y arrive pas non plus. Et on se retrouve, entre guillemets, un peu à la panique, juste avant les transmissions du soir, avec un patient qui n'a plus de voie veineuse. C'est une indication, le fait d'avoir du mal à piquer un patient, pour lesquels on se met à poser notamment des mid et des PICC lines, parce qu'il y a vraiment une demande au lit du patient. C'est vraiment un problème qui se pose tous les jours. Et donc, on a plusieurs options, le caté veineux central, le PICC, le mid, avec une des premières questions qu'on s'est posées, c'est en fait, OK, on a plusieurs types de dispositifs, est-ce qu'il y en a un qui fait mieux que les autres en termes de prévention des infections?
Donc, pour résumer ici, peak line ou midline, pilule rouge ou pilule bleue. Donc, pour revenir un peu en arrière, le peak line, ça a été démocratisé dans les années 90, en même temps que l'essor du soin ambulatoire qui permet de donner des thérapeutiques par voie intraveineuse aux patients en ambulatoire. Et initialement, parmi les choses qui ont développé ce dispositif, c'était qu'il serait associé à un moindre risque infectieux par rapport aux voies centrales qui étaient auparavant un des seuls abords possibles. Et donc ça, c'est comment dire, des vieilles données, des vieilles notions que le peak line serait plus propre, entre guillemets. On peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment le cas? Donc ça, c'est un premier article qui date de 2012, donc qui n'est plus si récent, mais qui, en gros, refait une revue de la littérature, déjà à l'époque, sur le risque infectieux des peak lines. Là-dedans, on peut trouver ce tableau, on ne va pas tout détailler, loin de là, mais juste pour vous attirer l'œil sur ces chiffres-là, dans les différentes études, là, on voit qu'il y a plein de chiffres, ils ont cité plein d'études qui avaient été faites. En gros, le taux d'infection sur le peak line, il va de 1 à 2, voire de 1 à 7 infections pour 1000 jours de cathéter. Donc, c'est des chiffres qui sont assez importants, puisque je vous rappelle, là, les chiffres, les cibles fixées par SPIADI pour les cathéters veineux centraux, on doit être à moins de 1 pour 1000 jours de cathéter, et on peut avoir souvent des résultats entre 1 et 2. Et donc là, on voit que le peak line, eh ben, il a des chiffres qui restent assez importants, voire même jusqu'à 7. Donc, ça ne semble pas sur cette étude-là spécialement plus propre, entre guillemets. Là, c'est une autre étude qui date de 2013, donc aussi qui remonte un petit peu, où en gros, les auteurs, ils sont allés chercher dans la littérature toutes les études qui comparaient les peak lines contre les voies centrales de l'autre côté. Et donc, ce que je vous ai mis là, c'est leur conclusion. CLABSI, c'est un terme anglais qui veut dire infection liée au cathéter, en gros. Et dans toutes les études qu'ils ont regardées, quand ils ont analysé tout ça ensemble, le taux d'infection sur les pics est aussi fréquent que le taux d'infection sur les cathés veineux centraux. Et ça, c'est une nouvelle étude un peu plus récente, 2021, d'un centre expert qui est au Michigan. Ils ont beaucoup étudié, c'est des personnes qui ont beaucoup étudié et publié sur les infections de cathé. Et on voit que dans ce centre expert, qui donc a probablement des meilleurs résultats que la plupart des gens parce qu'ils font ça du soir au matin, entre guillemets, leur taux d'infection sur le peak line, il est de 0,8 à 1 pour 1000 jours de KT. Donc c'est un bon chiffre, c'est un centre expert, mais on voit que ce chiffre, il est à peu près similaire à ce qu'il y a sur les KT veineux centraux. Donc premier message, c'est que finalement, le peak line n'est pas spécialement plus propre en soi que le KT veineux central. Tout dépend de comment on l'utilise, mais le peak line n'est pas magique en termes de risque infectieux par rapport à une voie centrale. Alors ensuite, on peut se poser la question par rapport au midline qu'on utilise de plus en plus actuellement. Toujours cette même étude de 2021 dans ce centre expert au Michigan, où ils avaient étudié des milliers et des milliers de KT, parce que là on voit c'est en tout il y avait 6000 KT qui étaient étudiés dans leur étude, c'est un truc énorme, une grosse usine à gaz. Et donc là on voit dans ce tableau, c'est le taux d'infection pour 1000 jours de cathéter, ici pour les midlines, ici pour les peakline. Là, c'est les bactériémies sur le cathéter. On peut voir que les pics, comme on a dit, on est à 1,1. Le mid, on est à 0,3. Donc, on est quand même 3 fois moins d'infection sur le mid par rapport au pic. Là, c'est un autre type d'indication du mid ou du pic, mais on voit que pareil, il y a plus d'infections 0,8 sur le peak line que sur le mid line. Dans cette étude-là, je vous passe toutes les analyses statistiques qu'ils ont faites, où moi aussi j'ai un peu de mal à comprendre exactement toutes les subtilités des analyses, mais en gros, ce qu'ils ont retrouvé au final, c'est que dans leur population, là, le fait d'avoir un peak line, il y avait un risque d'infection sur le cathéter qui était 4 fois plus important sur le peak line par rapport au mid line. Donc c'est vraiment pas négligeable. Ici, c'est une autre revue de la littérature faite dans un journal de réanimation. Ils ont, peu importe tous les détails, mais en gros, là, ils ont étudié une trentaine d'études dans différents secteurs de l'hôpital. C'était beaucoup des secteurs conventionnels, beaucoup d'études sur des patients adultes, et puis beaucoup d'études aux États-Unis, parce qu'effectivement, la plupart des publications sur ce genre de dispositif, c'est les States. Et ben, dans toutes ces études qu'ils ont regroupées, le taux moyen d'infection de cathéter chez le midline, c'est 0,3. C'est un chiffre qui est vraiment très très bon, en sachant que 2 tiers des études qui sont récupérées dans la littérature, il n'y avait aucune infection relevée.
Donc là, on voit qu'il y a plusieurs chiffres qui sortent quand même, qui semblent dire que le midline est intéressant en termes de risque infectieux. Dernière étude sur le sujet, c'est donc très récent, c'était dans le journal de Hospital Infection, c'est un journal américain d'hygiène. Donc en juillet dernier, ils ont regardé exactement la même question, midline versus peakline, dans des essais randomisés. Et là aussi, en gros, la plupart des études montrent que le midline, de ce côté-là, quand on a le point ici, ça veut dire que le midline est meilleur que le peak. Toutes les études semblent aller dans ce sens-là. Il n'y en a pas beaucoup parce qu'il y a très peu d'essais randomisés sur le sujet. La seule étude qui ne montrait pas la même chose, en fait, quand on regarde vraiment ce qu'ils ont étudié, euh, les auteurs, là, en fait, ils ont compté 3 infections pour le midline, mais en fait, c'est des suspicions d'infection où tous les prélèvements sont négatifs. Donc, en fait, c'est plutôt pas des infections, et donc j'ai l'impression que enfin, je pense que là, ce 3, il ne faut pas vraiment le considérer, que c'est plutôt une erreur de l'avoir compté là dans cette méta-analyse. Bref, donc ça, je vais revenir après. Tout ça pour dire que la plupart des études qui sont dans la littérature retrouvent toutes la même chose, c'est-à-dire que le midline semble intéressant pour le risque infectieux et semble moins s'infecter que le pic et donc que la voie centrale. Après, bien sûr, les études, c'est pas forcément la vraie vie. Quand on fait une étude, les gens ils vont être plus attentifs, à être précautionneux, à respecter les recommandations, etc. Comme je vous l'ai dit, là, certains centres experts, quand ils font des études, ben, ils sont experts dans le domaine, donc forcément, peut-être que toutes les pratiques derrière suivent aussi. Mais on a quand même voilà, ce message qui semble se dégager. Et une autre notion importante, c'est que peu importe qu'on utilise un pic, une voie centrale ou un midline, il y a plusieurs cohortes de ces cathéters qui retrouvent des chiffres excellents. Donc, peu importe le dispositif utilisé, on peut avoir des chiffres très bas d'infection avec des pratiques qui sont adéquates. Même si, dans la vraie vie, de manière pragmatique, peut-être que le mid semblerait peut-être être la meilleure option en termes de risque infectieux. En sachant, comme on l'a dit au début, le midline, c'est pas une voie centrale. On peut le mettre que 28 jours. Donc, il ne peut pas remplacer complètement le peak line, par exemple. Mais peut-être une grosse partie quand même. Puisque, effectivement, une autre chose sur laquelle on voulait revenir, il y a eu plusieurs études dans la littérature, c'est la pertinence de ces dispositifs, notamment la pertinence des peak lines. Donc toujours, pour ça, il y a donc pas mal d'études qui ont été publiées dans le Michigan, donc qui ont beaucoup étudié le pic notamment. Et donc au Michigan, ils ont dit, voilà nos critères pour dire qu'un peak line, il est pertinent. Donc ces critères, ils les ont appelés, pour qu'il y ait un petit nom qui soit impactant un petit peu, ils les ont appelés Magic, avec je ne sais plus ce que ça veut dire exactement, mais le M, c'est pour Michigan. Donc. Et donc, ils ont dit qu'un peak line, il est pertinent s'il est utilisé au moins 5 jours. S'il est utilisé moins longtemps, ben, probablement qu'avec des KT périph, on aurait pu essayer de passer le cap. Il est pertinent s'il est monolumière, parce qu'on peut mettre des peak lines ou des midlines d'ailleurs avec plusieurs lumières. La plupart du temps, on n'a pas besoin de plusieurs lumières. Le genre d'indication de mettre plusieurs lumières, c'est par exemple un patient qui doit avoir une chimiothérapie, qui ne va pas être compatible. On ne peut pas la mélanger avec d'autres perfusions dans une seule lumière. Et donc, ce serait une lumière pour la chimio, par exemple, et une lumière pour passer d'autres choses si le patient a besoin d'avoir d'autres administrations en même temps. Mais donc, la grosse majorité des patients, il n'y a pas forcément besoin de plusieurs lumières. Et enfin, un peak line doit être mis plutôt à un patient qui n'a pas de projet de dialyse, parce que le fait d'aller piquer au niveau du bras du patient, ça peut gêner la réalisation d'une fistule. Si tous ces critères sont remplis, le peak line, on peut dire qu'il est pertinent, qu'il a été mis à raison. Et donc là, c'est par exemple une étude de 2022 dans plusieurs hôpitaux au Brésil, c'était plusieurs dizaines d'hôpitaux. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans cette étude-là, pardon, 2 tiers des peak lines ne sont pas appropriés. Le plus souvent, c'est parce qu'ils sont avec plusieurs lumières alors qu'il n'y avait pas besoin d'en mettre plusieurs. Les indications des peak lines, c'est surtout pour administrer une antibiothérapie et parce qu'on n'arrive pas à piquer le patient et qu'on a besoin de mettre des médicaments X ou Y par voie intraveineuse. Pour ces indications d'antibiothérapie, la plupart du temps, ce n'est pas vénotoxique. Pour l'accès veineux non plus. Là, c'est des indications où on peut se poser la question, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre un midline plutôt qu'un peak line dans ce genre d'indications qui sont en pratique les plus fréquentes. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ils ont retrouvé ici que tous les pics qui n'étaient pas appropriés, ben, ils ont tendance à plus s'infecter que les autres. Notamment, on peut se dire que plus on met de lumière, plus il y a de manipulation, plus il y a de voies d'abord infectieuses dans la veine du patient. Et donc, il faut essayer vraiment de s'astreindre à mettre le moins de lumière, le moins de matos possible globalement dans le patient.
Là, c'est une autre étude de 2021, c'est la même chose, mais donc au Michigan, avec 52 hôpitaux, une cohorte énorme, et en gros, c'est la même chose. 2 tiers des pick lines, ils ne sont pas appropriés. Les indications, c'est à nouveau la même chose, c'est surtout pour des antibiotiques et des patients qu'on n'arrive pas à piquer. Et puis, ce qu'ils ont retrouvé ici, c'est qu'ils avaient incité les gens à améliorer la qualité, de faire un programme qualité sur la pose de ces abords vasculaires. Clairement, là, il y avait une incitation financière. Les hôpitaux qui s'engageaient dans le programme, et s'ils avaient des bons résultats, ils avaient une compensation financière. Mais ils ont montré qu'en faisant ce programme, il y avait du e-learning, du suivi des résultats, etc. Et ben, ça augmentait le nombre de dispositifs appropriés et puis ça réduisait les complications. Donc là, c'est beaucoup d'études américaines, donc qui sont très attachées également à l'impact économique des pratiques. Et donc là, ils ont montré que le fait d'avoir augmenté le nombre de pics appropriés, d'avoir réduit les bactériémies au KT, ça a permis de sauver plus de 200 000 $ pour chaque hôpital, parce qu'on a économisé des hospitalisations en plus, parce qu'on a moins d'infections. Ça peut être une donnée intéressante à soumettre à vos éventuels directeurs pour essayer de vendre, de mettre des programmes de qualité en plus. Donc là, différentes études qui, en gros, ont toutes montré la même chose. C'est différents hôpitaux qui ont mis en place une équipe dédiée à l'abord vasculaire. Donc souvent, c'est une équipe pluridisciplinaire avec des membres de l'équipe d'hygiène, plus ou moins des membres de l'équipe d'infectiologie, des membres côté anesthésiste, si c'est eux qui posent les cathés. Ça peut être des fois les radiologues qui posent les mids ou les pics. Enfin, voilà, plusieurs personnes qui sont impliquées sur la pose des dispositifs intravasculaires PIC ou MID et en faire une équipe qui notamment vérifie que l'indication de poser le cathéter, elle est OK, qui vérifie ensuite que la pose est bien faite, qui forme les gens, ils forment les poseurs et puis ils forment également les personnes dans l'hôpital à les bonnes pratiques sur ensuite les réflexions de pansement, les purges, sur les valves, etc. Et donc, toutes ces différentes études retrouvent la même chose. Et ben, quand on met en place une équipe dédiée et qu'on forme les gens, ben, ça marche. Il y a moins d'infections. Les pics qui sont plus pertinents. Il y a un peu moins de pics et il y a un peu plus de mid. Parce que comme on l'a vu juste avant, en fait, on met parfois peut-être des pics pardon, par excès. Le mid, c'est peut-être déjà plus intéressant avec le risque d'infection, on l'a vu, puis ça coûte un peu moins cher. Et puis tout y retrouve, parce que c'est encore une fois beaucoup d'études américaines, et donc qui montrent que ben, mettre en place une équipe dédiée, ça fait faire des économies à l'hôpital parce qu'il y a moins d'infections. Ça peut être une discussion qui est engageable avec les personnes que vous pouvez voir à l'hôpital, notamment, là on parle beaucoup de complications, donc de bactériémie, mais une complication qui reste très fréquente sur les pics ou les mids, qui est beaucoup moins grave pour le patient, mais qui reste assez embêtante pour le personnel à l'hôpital, c'est l'occlusion du pic ou du mid. C'est assez fréquent, on a les pourcentages qui peuvent arriver jusqu'à 10% de pic ou de mid qui vont s'occlure. Et on peut, notamment les anestes ou les IAD, ils peuvent avoir assez fréquemment le même patient qui va revenir 2 ou 3 fois sur un intervalle d'1 ou 2 semaines pour se faire reposer à nouveau un pic ou un mid parce qu'à chaque fois ça se bouche. Forcément, les anestes ou les IAD ne sont pas spécialement contents de devoir y aller à chaque fois. Et étant donné que ça, c'est fréquent, que ça embête tout le monde, que ce soit les cliniciens dans les étages et les poseurs, ça, c'est un levier de motivation possible pour essayer de mettre en place des personnes ressources qui pourront aider peut-être notamment aux bonnes pratiques sur ensuite les purges du pic, du mid, les bonnes pratiques sur les pansements, etc. Parce que ça permettra d'augmenter la durée de vie du dispositif et d'abaisser la charge de travail pour tout le monde et puis moins de risques aussi pour le patient. Donc ça, c'est enfin vraiment un patient qui revient 2 ou 3 fois pour se faire reposer un truc parce que ça fait que se boucher. Je pense que si vous en parlez avec l'équipe de poseurs, ça va allumer peut-être une petite lumière, pardon, dans le fond de leur regard. Vous pouvez peut-être arriver à les embrigader, entre guillemets, avec ça. Euh, Autre donnée dans la littérature, ça c'est sur les surveillances nationales en France, donc l'officiel, SPIADI en 2022, et puis la surveillance réa-réseau en 2022 également. Juste pour vous dire que sur les cathéters centraux qui sont mis en réanimation, entre 1 tiers dans réa-réseau et 1/5 dans SPIADI ne sont pas enlevés. Donc là, il y a 2 possibilités. Soit le cathéter central, il n'est pas enlevé parce que le patient est décédé, mais il y a aussi une autre pratique qui est quand même assez fréquente, qui est que le cathéter n'est pas enlevé lorsque le patient s'en va de la réanimation. Et quand il s'en va de la réa, le plus souvent, il va en conventionnel. Et donc, ça veut dire qu'il y a
assez fréquemment du transfert de cathé central de la réa vers le conventionnel. C'est une pratique qu'on peut comprendre parce que, encore une fois, quand on a un cathé central, on est heureux, le patient il a une voie veineuse pérenne, les infirmières peuvent injecter, faire des prélèvements et on a un besoin. Mais par contre, attention parce que c'est un cathé central qui arrive dans un service qui a moins l'habitude d'avoir ce type de dispositif. Et donc, je n'ai pas de chiffres à vous montrer, mais probablement que ça, il faut faire attention à suivre un peu et peut-être former, enfin voir comment ça se passe, mais il y a probablement un risque infectieux qui augmente. Surtout que les cathéters centraux qu'on met en réanimation sont le plus souvent des trilumières, puisqu'on met des amines et d'autres médicaments qu'on ne peut pas mélanger. Donc on envoie un conventionnel 3 lumières différentes. Le plus souvent, ils n'auront pas besoin de 3 lumières. Ils n'auront pas forcément les sapes pour perfuser ces lumières et empêcher qu'elles se bouchent. Et donc tout ça, ça peut augmenter le risque infectieux. Donc voilà, j'ai pas de chiffres dans la littérature, mais attention à ça, c'est quelque chose que probablement vous pouvez, si vous avez de la réa ou de l'USC dans vos hôpitaux, une pratique que vous risquez d'avoir chez vous. Et il faut, je pense, y faire attention. Ensuite, ici, je voulais vous montrer une étude par rapport au changement des tubulures. Donc, dans les recommandations de la SF2H de 2019, le rythme de changement des tubulures sur pic, mid ou voie centrale, c'est à minima toutes les 96 heures, sauf si il y a eu du produit sanguin ou des produits lipidiques, par exemple. Mais donc, dans le cas général, c'est tous les 4 jours. Et puis, ils disent peut-être qu'on peut tirer à plus de 4 jours, peut-être qu'on peut aller jusqu'à 7. Mais il y a, comme ils le mettent ici, aucune étude qui a évalué la fréquence du changement des tubulures au-delà de 4 jours. Donc, on ne sait pas trop. Ça, depuis, il y a eu un essai important qui a été fait sur le sujet, donc qui a été publié dans le Lancet, donc un gros journal de sciences médicales, en 2021. Donc cet essai s'appelle RSVP, peu importe, mais donc ils ont fait un essai randomisé contrôlé, donc la crème de la crème de ce qu'on peut faire en sciences médicales, et ils ont comparé des patients ont changé tous les 4 jours et des patients ont changé tous les 7 jours. Tout ce qui est transfusion, produits lipidiques, chimiothérapie, ce n'était pas inclus dans l'essai. Ça, on reste dans ce que nous dit la SF2H, toutes les 12 à 24 heures après ce genre de produit, parce que ça augmente plus le risque d'infection et d'occlusion de la tubule. Dans cette étude, les cathéters qui avaient été étudiés, CAVD, là c'est de l'anglais, en gros c'est les cathéters veineux centraux, classiques, comme on peut avoir en réa, donc c'était les 3 quarts du temps. Pardon, dans ces cathéters veineux centraux, il y avait donc 75% de cathéters veineux centraux, dont 29% c'était des pics quand même, et puis il y avait aussi des champs implantables. Voilà, donc là c'était les résultats, bon, je vous le laisse là, peu importe les chiffres exacts, mais globalement, ce qu'ils ont retrouvé, c'était que dans le groupe, on change tous les 7 jours, il n'y avait pas plus d'infections par rapport au groupe changement tous les 4 jours. Ils ont aussi fait une étude, une analyse en plus, qui était de regarder, d'aller prélever et de cultiver au laboratoire les tubulures selon qu'elles étaient laissées en place 7 jours ou 4 jours. Et donc, il y avait 10% des tubulures qui poussaient au laboratoire dans le groupe 7 jours et 11% dans le groupe 4 jours. Donc, la même chose, on n'a pas l'air d'avoir plus d'infections par les tubulures, plus de colonisation selon les deux groupes. Et donc, ça, c'est une étude où la conclusion des gens qui ont fait ça, c'est on peut changer tous les 7 jours. Ça semble safe sur le plan infectieux, hormis dans les cas de figure, encore une fois, transfusion, émulsion lipidique, chimiothérapie. Donc ça, là, après, c'est une étude qui montre ça, qui est une grosse étude qui est très bien faite. Je ne crois pas, à ma connaissance, que les sociétés, enfin la SF2H notamment, ait repris cette étude pour mettre à jour ses recommandations. Mais en tout cas, il y a des données dans la littérature pour dire que c'est OK d'aller jusqu'à 7 jours dans un cadre général sur les changements de tubulure. Autre chose ensuite, on arrive à la fin de ce qu'on voulait vous montrer sur les bouchons antiseptiques. Donc les bouchons antiseptiques, ça c'est les deux principaux qu'il y a sur le marché. On n'a reçu aucun financement de l'un ou de l'autre, je vous rassure. Donc c'est le même, voilà, les bouchons stériles qu'on peut mettre pour boucher les robinets, sauf qu'en plus il y a une petite mousse dedans qui est imprégnée d'alcool à 70%. Il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est que de l'alcool à 70. Il n'y a pas de molécules type Chlorex ou autre dedans, c'est que de l'alcool.
Et donc l'idée, c'est quand on va mettre ce bouchon sur la voie, et ben, ça va permettre de faire une désinfection en continu du connecteur. Et donc quand on va ouvrir le bouchon pour injecter quelque chose, on n'aura pas besoin de faire l'étape de friction sur le connecteur ou sur la valve anti-retour. Ça a été étudié. Donc ici, c'est une revue de la littérature qui a regardé un peu toutes les études qui ont étudié ça, parce qu'il y en a eu plusieurs. Et donc, il y a eu voilà, un peu moins de 10 études. Chaque point là, c'est le résultat de l'étude. Et donc, de ce côté-là, ça veut dire que le bouchon antiseptique faisait mieux que le protocole standard. Donc, toutes les études sur le sujet ont l'air de montrer que ce bouchon, ça marche et que ça réduit les infections sur cathéter. Ça, le chiffre global, hein, c'est que ça a réduit ça enlève 40% d'infections. Donc, c'est une réduction assez importante. Après, peu importe les détails, mais globalement, c'est pas des études, c'est pas les études les mieux faites. Donc, il peut toujours y avoir des biais, des problèmes dans l'interprétation. Et puis, par contre, ce qui est intéressant, c'est que les centres qui ont étudié ça, ils avaient des taux d'infection de cathé entre 1 et 2, ou 1,5, 2,5 pour 1000 jours de cathéter. Et donc ça, c'est des chiffres, par rapport tout à l'heure aux chiffres très bas qu'on avait de centres experts, là, c'est taux de 1 à 2. Ça, c'est plus des chiffres qui correspondent probablement à une bonne partie de nos centres chez nous, avec une pratique courante d'un centre classique, entre guillemets. Donc ça, c'est intéressant parce que ça montre que c'est quelque chose qui a l'air de marcher dans la pratique courante. Parce qu'effectivement, on sait que la compliance des soignants pour désinfecter les connecteurs et les valves anti-retour, on sait que c'est, même dans ce qu'il a dit, et dans les derniers chiffres de Observa 4, il cite des chiffres, je ne les ai plus en tête, mais c'est pas bon. On est à moins de 50% sur le fait de faire la friction et sur le fait de la faire assez longtemps et ensuite d'attendre quelques secondes avant d'y toucher pour laisser le temps à l'antiseptique d'agir. Et donc ça, c'est quelque chose, les soignants, ils vont y être très compliants parce que on leur rajoute pas de choses à faire en plus et ça leur fait gagner du temps. Donc là aussi, beaucoup d'études américaines, et donc je vous épargne tous les chiffres, mais globalement, ils montrent que c'est rentable, parce que même si on met plus d'argent pour payer ce dispositif, et ben, comme on enlève des infections, donc de l'argent en plus en soins à l'hôpital et en durée de séjour, c'est rentable pour les hôpitaux. Donc ça, je pense que ce qu'on peut en dire, c'est que c'est possible. C'est pas le seul outil à disposition, et puis surtout, on peut avoir des très bons résultats sur les infections de cathéter sans utiliser ce gadget, entre guillemets. Mais voilà, c'est quelque chose, c'est étudié en ce moment et ça a l'air de marcher. Après, il faut se poser aussi la question, est-ce que c'est vraiment rentable, nous, dans chacun de nos hôpitaux? Et puis, est-ce que c'est vraiment rentable aussi sur le plan carbone? Parce que c'est des questions qu'on va se poser de plus en plus. On n'a pas vraiment la réponse pour nous, nos pratiques en France, surtout que, ben, oui, ce dispositif-là, probablement qu'il est plus cher, qu'il est un peu plus carboné, mais après, d'un autre côté, si on enlève pas mal d'infections, dans tous les cas, nos cathéters, on va devoir mettre des bouchons sur nos connecteurs. Donc, le fait de mettre un bouchon, mais avec juste un peu d'éponge en plus, entre guillemets, on n'a pas de chiffre, hein, mais la question peut vraiment se poser, hein, mais on n'a pas la réponse. Dernière chose, un peu dans la même idée côté un peu gadget, entre guillemets. Donc, à l'aide, le réa me parle de pansement à la chlorhexidine. Puisque effectivement, donc ça, c'est les recommandations de la SRLF, donc c'est la société scientifique des réanimateurs médicaux françaises, qui ont fait en 2019 des recommandations sur les catéveineux centraux en réa. Et là-dedans, ils parlent, entre autres, du suivi des cathéters et de pratiques d'hygiène, entre guillemets, sur les cathéters. C'est des recommandations, il n'y a pas du tout la SF2H pardon, qui a trompé là-dedans. On voit qu'il y a quelques noms et des praticiens qui sont hygiénistes, mais c'est globalement des recommandations faites entre réa. Et dans ces recommandations, ils indiquent qu'il faut probablement utiliser des pansements imprégnés de chlorhexidine. De manière générale, dans toutes les réanimations. Je n'ai pas de chiffres, mais c'est probablement pas fait dans la grande majorité des cas, dans la plupart des centres en France. Petite notion importante, souvent quand on parle chlorhexidine, on a peur aussi de la tolérance cutanée. Et ben, dans les différentes études qu'ils ont étudiées pour faire ces recommandations, il n'y avait que 1,5 à 2% de réaction cutanée sur les pansements à la chlorex, contre 1% dans des pansements standards. Donc en fait, la tolérance cutanée de la chlorhexidine, alors que là en plus, c'est des pansements qui peuvent rester en place jusqu'à 7 jours, hein, c'est très très long. Ça semble quand même plutôt bon en termes de tolérance, donc ça, c'est probablement pas un problème important dans une pratique globale à l'échelle de l'établissement, même si c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'œil.
Et donc là, voilà, c'est une autre étude qui a été publiée après ça, pareil, où ils ont regardé tout ce qui avait été fait sur les pansements à la chlorhexidine. Et donc, en gros, là aussi, il y a une réduction de 40 à 50% d'infections en moins si on fait des pansements imprégnés à la chlorhexidine. Donc, c'est un peu comme les bouchons antiseptiques. Ça semble être possible. On peut faire très bien sans, on peut avoir quasiment aucune infection sans utiliser ces dispositifs en plus. Mais donc, il y a des données dans la littérature pour dire que si jamais vous êtes embêté et que vous n'arrivez pas à contrôler vos infections, c'est un outil qui a l'air de montrer une efficacité. Là aussi, la plupart des Américains vous diront que ça, c'est quelque chose qui est rentable, mais c'est une question qui a à se poser à l'échelle de chaque établissement. Pareil pour le bilan carbone. Et puis attention, par contre, parce que les pansements à la chlorex, en fait, dans le pansement, ça peut soit être une éponge qui est imprégnée de chlorhexidine et qui est intégrée au pansement, mais à ce moment-là, on ne voit pas le point de ponction, c'est embêtant. Il y a d'autres dispositifs où c'est un gel qui, lui, est plus transparent, donc qui permet de voir le point de ponction. En sachant que, voilà, ici, c'est différentes études qui, sur l'utilisation comme ça plus large de la chlorhexidine, on ne sait pas vraiment ce que ça donne, ce que ça va donner. En fait, l'idée qu'il faut avoir en tête, c'est que plus on expose nos bactéries aux antiseptiques, plus ils vont développer quand même des résistances, même si pour l'instant, c'est pas un problème qui est sur le devant de la scène, mais on sait que ça existe. Et l'autre problème, c'est qu'on sait que ces bactéries, en développant des résistances aux antiseptiques, elles développent en même temps des résistances aux antibiotiques, notamment par des systèmes d'efflux. Mais donc, si on se met à utiliser de plus en plus de Chlorex, ben, peut-être qu'on va favoriser encore plus l'antibiorésistance. Ça, c'est quelque chose qui est étudié, c'est un risque qui est théorique. On ne sait pas vraiment, est-ce que ça va vraiment devenir un problème par la suite, ou est-ce que c'est finalement pas si important que ça? Je ne sais pas. On n'a pas plus de données dans la littérature, mais c'est quelque chose qui fait un peu freiner l'utilisation plus large comme ça de dispositifs imprégnés d'antiseptiques. Donc voilà, pour conclure, sur ce qu'on avait voulu vous présenter comme revue de la littérature, eh ben, ce qu'on peut voir, c'est que peu importe le dispositif utilisé, cathé central, PIC ou MID, dans tous les cas, il y a des centres qui ont des taux très très bas. Donc ça veut dire que si on acquiert une expertise, si on arrive à avoir des bonnes pratiques sur la pose et la gestion ensuite, on peut avoir des taux très faibles. En sachant qu'aux États-Unis, probablement qu'ils ont des taux plus faibles que nous, parce que chez eux, en fait, dès qu'ils ont une bactériémie sur KT, c'est l'hôpital qui doit payer toute la prise en charge de cette bactériémie, parce que eux, c'est un critère de qualité qui est archi important dans les assurances des hôpitaux. Donc, probablement que les États-Unis, ils sous-déclarent leur bactériémie, parce qu'il y a un enjeu financier derrière. Donc, il y a un peu ça aussi qui traîne. Mais bon, même en France, on peut voir qu'on peut avoir des très bons résultats. Et d'ailleurs, on peut aussi avoir des très mauvais résultats, même si on fait que du midline. Le dispositif ne suffit pas à lui tout seul. Donc, on a bien vu qu'il y a plein d'études qui ont montré qu'avoir une équipe dédiée à mort vasculaire, eh ben, ça favorise la pertinence, la bonne utilisation et ça réduit les infections sur le cathéter. C'est donc, ça a l'air d'être rentable à l'échelle d'un hôpital. On voit que si on peut favoriser le midline, ça fait moins d'infections et puis même le midline est moins invasif, moins cher aussi pour l'hôpital. Et puis des outils qui seraient possibles dans la vraie vie, c'est donc, comme on l'a vu, les bouchons antiseptiques, les pansements à la chlorex, on va dire ces gadgets entre guillemets. Il y a l'air d'avoir des données pour dire que ça marche. Mais donc, c'est pas du tout recommandé. Ça, c'est voilà, ce qu'on peut voir dans la littérature. Ça, c'est on va dire un avis de différentes études, mais il n'y a aucune recommandation côté hygiéniste pour aller sur ces dispositifs. Mais donc, ça, ce sont des notions qui traînent dans la littérature et peut-être que des cliniciens, un jour, vous amèneront ça sur la table. C'est possible. Donc, c'est potentiellement envisageable. Est-ce que c'est obligatoire? Pas du tout. Et donc, comme on l'a vu, le change tubulaire à 7 jours, ça semble OK au vu de cet essai qui était un essai très important qui a été fait assez récemment. Voilà ce qu'on pouvait vous dire. Et si vous avez des questions, Ouais, je vais arrêter le partage, je le remettrai. Merci beaucoup, Sylvain. Voilà, je trouvais que ça me semblait intéressant moi, de faire vraiment, on l'a pas fait forcément souvent, hein, de faire vraiment de l'analyse des littératures, parce que ça demande du temps. Donc voilà, j'ai mobilisé Sylvain là-dessus, qui avait en plus l'avantage d'être clinicien et de bien connaître ça côté pratique, de ses pratiques de médecin. Si vous avez des questions, avant de passer à la deuxième partie. ouais, on a une question sur La conversation. étude que sur les KTV de centraux. Laquelle?
Tu peux prendre le micro si tu veux, Caro, hein. Ouais, bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Ouais. C'est l'étude sur les CVC où tu parles d'un changement de tubulure tous les 7 jours, là, l'article dans le Lancet. Ouais. C'était que sur les CVC ou ils ont regardé les Non, CVC? c'était en gros 40% de CVC, 30% de mid, de pic, pardon, Depuis qu'il n'y a pas de mid. et 25% de pack. D'accord, En ok. fait, c'est un terme générique, KT centraux, enfin, accès centraux, et en dessous, tu as, le détail dans le tableau. Effectivement, ouais, tu as, CVC, pic et chambre. Et il n'y a pas de mid par contre. Parce que c'est pas un accès central. Ok. J'ai encore une autre question. Enfin, c'est plus une remarque. Effectivement, comme tu le disais, ça a été souligné dans un topo, enfin sur SPIADI, sur Réa Réseau. C'est effectivement des patients qui sortent de Réa avec leur catévéneux central toujours en place. Et On t'entend plus. ah oui, non, c'est parce que en fait l'image est très ralentie. Je me disais, bon, je vais avoir un souci. Et donc, effectivement, moi j'avais regardé à un moment les raisons de ces maintiens et parfois c'était sur des problématiques de nutrition du patient. Donc, non seulement effectivement ils sortent avec des KT qui sont trilumières, alors qu'on n'a plus besoin que d'un monolumière et souvent c'est pour des patients pour lesquels finalement c'est juste pour mettre de la nutrition parentérale et si on te fait intervenir les nutritionnistes ou et ben finalement tu peux faire sauter ton KT aussi sur les prises en charge. Remarque. En sachant qu'une chose qui serait possible sur ce genre de pratique, ce serait également d'essayer de mettre en place une collaboration pour que les REA, quand ils voient que leur patient va sortir, si jamais il y a encore une besoin d'un cathéter, qu'ils essaient de voir en amont pour organiser une pose d'un pic ou d'un mid pour encadrer le transfert ensuite si c'est jugé pertinent et que le patient en aura besoin. C'est aussi un truc qui peut être fait. Ouais, effectivement, quand on avait regardé ce suivi de patients de Réa, on n'avait pas encore autant accès au pic et au mid pour les patients dans l'établissement. Sachant que Sylvain l'a pas redit oralement, mais il m'avait fait la remarque ce matin, il y a le risque infectieux et on a souligné ça parce que c'est notre métier, mais il y a d'autres risques associés à la manipulation des CVC par des gens qui sont pas enfin, voilà, qui sont pas habitués, entre autres l'embolie gazeuse. Donc ça reste un vrai risque et ça c'est quelque chose qui doit être bien identifié dans la gestion globale du risque à l'échelle de l'établissement. Attention au transfert dans des secteurs où les gens sont moins. Voilà, on va augmenter le risque global pour le patient parce que ça vaut le coup d'y réfléchir avant et de voir un peu où sont voilà, comment on peut faire le transfert des patients en réfléchissant à ce sujet-là. Et c'est vrai que vous êtes concerné, mais pas que vous en fait. C'est-à-dire que globalement, le responsable qualité est concerné parce qu'il y a un risque non négligeable pour le patient. Et l'embolie gazeuse, ça tue très très bien. Tout à fait. Mieux que la bactérienne d'ailleurs. Est-il possible d'avoir un risque infectieux plus important quand on fait un retour veineux? En tout cas, par rapport à ça, la première chose, c'est que c'est bien, oui, indiqué dans les recommandations. On peut utiliser un pic, un mid ou un catéveineux central pour faire un prélèvement sanguin. Après, toute la question, c'est est-ce que c'est bien purgé ensuite avec la pulsatilité de la purge, etc. Donc, en tout cas, c'est une pratique qui est admise. Enfin, dans les recos, les gens ont le droit de faire ça. Et après, je ne sais pas s'il y a des. J'avoue que ça, on n'avait pas regardé. Est-ce qu'il y a des études qui ont comparé j'utilise mon pic pour faire des prélèvements ou pas? Est-ce qu'il y a plus d'infections? Je ne suis pas sûr qu'on ait de données sur ça. En tout cas, dans même là, les recommandations de 2019 de la SF2H, hein, ils précisent bien qu'on peut utiliser ces dispositifs pour prélever. Là, sur la question, après, j'ai pas, là, comme ça, j'ai pas de données, mais on pourra regarder. Est-ce qu'il y a de la documentation reco sur les retours sur midline, pitline, voie centrale alors, si vous n'avez pas trouvé dans les recos, enfin, il faut regarder dans les recos de la SF2H ou après dans des documents qui ont été faits, mais je vais faire un point un peu sur la
la base doc et ce que vous pouvez trouver. Si vous n'avez pas trouvé dans la base doc du Repia, je pense pas que je pourrais trouver mieux. Mais en allant voir du côté de ce qu'on fait, les CPIAS qui ont vraiment pas mal bossé sur le sujet, je le redirai après, mais ouais, bah si vous avez rien trouvé, je pense que j'arriverai pas. On gardera, hein, mais si c'est pas dans les recos et si c'est pas dans les documents faits par des CPIAS, je doute de pouvoir faire mieux. Parce qu'en gros, bah, pas de nous, tout ce qu'on vous donne, hein, c'est vous remettre à plat. Là, Sylvain est allé plus loin parce qu'il avait vraiment une étude de la littérature. Mais moi, nous, après, ce qu'on vous transfère, souvent, c'est des choses que vous pouvez trouver vous-même, hein, sur soit les recos, soit la SF2H, soit Spiadi, soit après certains CPIAS dont on sait qu'ils travaillent beaucoup sur les abords. Mais voilà, si vous n'avez pas trouvé, je pense pas que je vais pouvoir trouver. Mais je regarderai, c'est promis, sur du coup, fréquence, intérêt, rinçage. Est-ce qu'il y a d'autres questions suite à... Ouais, Après, je pense que le retour sanguin, c'est aussi des fois des gens qui font des retours sanguins systématiques pour vérifier un peu de toute le façon, bon fonctionnement du dispositif. ouais. Mais ça, en fait, je suis pas sûr que ce soit. C'est un peu une pratique médecin, infirmier dépendant. Et je suis pas sûr que ce soit recommandé de le faire en premier lieu, en fait. Après, plus on manipule tout, enfin, c'est Ouais. pareil, c'est-à-dire plus on touche, plus on infecte. Et c'est sûr que quand on voit les différences de taux de bactériémie liées au KT selon les centres, on voit bien que, comme elle a dit Sylvain à plusieurs reprises, mais on peut vraiment avoir des taux extrêmement bas, y compris sur des patients probablement très graves, hein, puisque bon, là, c'est des centres experts, on peut imaginer que c'est des patients, voilà, des patients à risque. Mais voilà, si après on est très très bon sur et l'hygiène des mains et le donc c'est sûr que c'est comme ce qu'il disait sur les gadgets entre guillemets, c'est faut pas que le bouchon antiseptique ou le pansement à la Chlorhex il remplace l'amélioration des pratiques. Après, clairement sur l'histoire de la désinfection des connecteurs, on sait que c'est extrêmement mal. Alors, je dis pas qu'on peut pas faire évoluer les pratiques, mais on sait que c'est très 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 mal appliqué. Voilà. Après, faut se poser tous la question à chaque établissement. Vous aurez jamais une reco, enfin, vous aurez peut-être pas une reco qui vous dira il faut faire comme ça ou il faut faire comme ça. Euh, L'un n'empêche pas l'autre, en fait, je dirais. C'est parce que vous mettez des bouchons antiseptiques que vous arrêtez de faire de la formation des professionnels ou qu'il faut dire bah, que ok, c'est bon, il y a des bouchons à l'alcool, donc je ne. C'est pas du tout ça le discours, mais c'est vrai que dans le contexte où on est, en plus de ressources humaines à tous les niveaux, hein, y compris les vôtres, bah voilà, un bouchon à l'alcool, peut-être que ça peut aider. Et puis après, ça dépend de votre taux d'infection, parce que si vous n'avez pas d'infection, c'est pas la peine d'aller acheter des trucs qui coûtent plus cher si vous n'en avez pas besoin. Enfin voilà, il faut toujours se poser la question. Nous, on vous a, enfin, là, Sylvain a vraiment posé des choses très. Et puis bon, beaucoup d'études, vous avez vu, c'est américain, hein, donc c'est très utile parce qu'il y a des énormes cohortes. Par contre, on n'est pas aux États-Unis mais c'est toujours très intéressant parce qu'eux font des études, comme l'a fait remarquer Sylvain, des études économiques. Et nous, on n'est pas très bon là-dessus en France. Et pourtant, il y aurait bien des choses à dire sur les économies qu'on ferait en ayant moins d'infections. Nous, on a une vision très... Au CEPIAS, on n'a quasiment pas de signalement de bactériémie donc, liée au KT. Je ne saurais dire ce qui se passe dans l'établissement de la région, mais on se doute bien qu'il y en a. Oui, c'est intéressant d'améliorer les pratiques et de voir dans votre établissement quels sont les leviers, euh, là où ça va pouvoir évoluer dans les pratiques, et là où peut-être voilà, vous arrivez au bout de ce que vous avez réussi à faire, et peut-être bah, ce petit plus du bouchon antiseptique peut peut-être aider un peu, quoi. Voilà ce qu'on voulait vous dire là-dessus. Et du coup, moi, je voulais enchaîner sur un sujet qui est différent. Enfin, on est toujours sur les abords vasculaires, hein, mais je parlais plus de caté-périph. Et si je pense celui-là, c'est bon. Et puis un peu d'outils encore, outils pratiques, puisque le caté-périph, du coup, là, on est sur des choses moins nobles, entre guillemets, hein, moins étudiées aussi, et que du coup, c'est un risque infectieux qui est peut-être parfois un peu sous-estimé.
Gwenaël, on t'entend pas. Ton micro est coupé. Ben, je sais pas. C'est beaucoup mieux. Et c'est à partir de quel moment vous n'avez pas entendu du coup? Au début des catégories. Ah, moi ça va alors. Ok. Attends, du coup, je ne sais plus. Ça partage ou ça partage plus là du coup? Là, ça partage plus. Partage plus, ok. Alors, attends, je remets. Donc, juste, on parle du coup sur les KTV périph. Donc, dans le rapport Spiadi, 13% de bactériémies associées aux soins sont liées à un KTV périph. Et donc, même 22% dans une revue de littérature, pareil, dans CID, Clinical Infectious Disease, en 2017, que je ne suis pas allé voir en détail, mais que voilà, ça peut être quand même non négligeable, sachant qu'évidemment, c'est un taux d'infection on n'a pas de littérature, mais c'est un geste, vous savez bien, vraiment extrêmement banal, très très fréquent. On a estimé, alors ce chiffre date déjà de quelques années, mais entre 25 et 30 millions de CVP posés chaque année en France. Même si vous avez un taux d'infection très faible, ça peut faire pas mal d'infections au bout du compte. Un risque infectieux qui est relativement méconnu ou banalisé, parce que à cause de la fréquence, et voilà, tout le monde a un caté périph quasiment. Enfin, voilà, vous arrivez à l'hôpital, c'est bien rare que vous n'ayez pas un caté périph à un moment donné. Comme je dis, c'est aussi moins étudié, donc on a moins de données. Mais il ne faut pas oublier qu'il peut y avoir des infections extrêmement sévères. Et en fait, dès qu'on commence à en parler un petit peu, en particulier avec des cliniciens, parce que les hygiénistes n'ont pas toujours toutes les infos, sauf quand vraiment c'est extrêmement grave, et ben on entend quand même pas mal d'histoires qui sont pas anodines du tout. Alors, pas forcément avec un décès de patient, heureusement, mais avec des abcès très graves au niveau de l'abord, des endocardites. Enfin, voilà, il y a des choses. Et avec une évitabilité qui est quand même importante. Et je vous ai mis là le lien parce qu'il est quand même intéressant, il est récent, d'un REX qui a été fait. Il y a nos collègues de Nouvelle-Aquitaine qui font assez souvent des fiches retour d'expérience à partir d'un signalement qu'ils ont eu eux dans leur région, d'un décès, une bactériémie nosocomiale à Saint, à Pointe-des-Poires, d'un KTV périph. Alors de mémoire, c'est un patient qui a des facteurs de risque, hein, mais bon, néanmoins, voilà, c'est quelque chose qu'il ne faut pas. Et si jamais vous avez dans vos structures des infections, alors encore faut-il que vous ayez l'info, hein, mais n'hésitez pas vraiment à les retravailler parce que c'est toujours assez intéressant de se rendre compte que vraiment il y a une sous-estimation et les gens, assez peu de gens imaginent, enfin peu de soignants imaginent qu'on peut mourir d'une bactériémie à point de départ périph. C'est pas quelque chose qui est forcément dans beaucoup de têtes. Alors ça c'est le rapport Spiadi de 2022. Donc voilà, j'ai pas eu le temps de regarder si je trouvais pas des chiffres un tout petit peu plus récents pour voir si ça s'était amélioré depuis. Mais il y avait quand même un vrai sujet encore dans ce rapport-là sur l'utilisation du bon antiseptique, parce qu'il y avait quand même encore des pratiques un petit peu, alors un peu diverses, et puis avec des produits qui sont quand même pas recommandés, hein, l'alcool à 70, la chloreste à 0,25, enfin voilà. Et puis avec malheureusement encore un manque d'attente du séchage spontané et donc de l'efficacité. Hein, vous savez, le KT compose très vite, et puis alors, vous savez que dans tout ça, il y a peut-être des KT prévus, posés pour être très très courts, mais vraiment très courts, hein, quelques heures, sauf que des fois, vous savez bien, on oublie de les enlever, enfin voilà. Et ça reste encore des axes d'amélioration, bonne antiseptique et le respect du temps d'action. Il faut regarder le rapport Spiadi de cette année, ce que ça donne. Il y avait aussi encore un sujet à 2023 hein, sur l'hygiène des mains avant la pose de KT. Il y avait aussi les MID sans prolongateur qui étaient intégrés dans le même chiffre. Il y avait moins de 50% où il y avait les deux hygiènes des mains réalisées avant préparation du matériel et surtout juste avant le geste. Et de mémoire, il me semble que Nathalie Van der Marquet avait dit qu'un des énormes problèmes, c'était le moment où on met les gants, beaucoup trop tôt, qui fait que voilà, l'hygiène des mains avant la pause, elle est pas faite. Et il y avait quand même 10% à l'époque hein, sur le Riccia Spiadi de l'an dernier où il n'y avait pas du tout dans ces 2559 pauses, zéro hygiène des mains.
Alors, il n'y a pas que ce sujet-là, bien sûr, hein. Il y a aussi toujours, évidemment, la surveillance. Ça, c'est vraiment hyper important. On a tous des histoires de chasse, hein, du caté. On a vu que c'était un peu rouge, mais on attend, on n'en parle à personne. On n'en parle pas à la collègue, on dit on attendra demain. Et puis voilà, et des fois, ça suffit à ce que ça dégénère malheureusement en bactériémie. Je vous ai remis, hein, ça peut en intéresser certains d'entre vous qui ne l'auraient pas. On peut se faire une petite échelle de Maddox à distribuer. Alors, je pense que ça peut vraiment intéresser aussi les HAD, enfin voilà, ça peut intéresser les professionnels de vie, ça pourrait les intéresser aussi d'avoir cette échelle qui rappelle que voilà, en fait, assez vite, hein, il faut se poser la question du retrait et pas attendre que ce soit la catastrophe. Il faut bien surveiller. Il y a aussi, évidemment, et ça c'est un sujet qui est devenu majeur depuis maintenant pas mal d'années, c'est la pertinence du maintien. La pertinence de la pause, elle se pose aussi, mais sur un caté périph', souvent ça va être un peu un geste. Voilà, on pose très facilement des catés périph' et on n'a peut-être pas toujours le temps de se poser de la question s'il faut le poser ou pas. Par contre, la question de la pertinence du maintien, il faut vraiment se la poser quotidiennement, voire même quotidiennement, de dire est-ce que vraiment ce patient a bien besoin qu'on lui garde son caté, il sert à quoi? Est-ce qu'on ne pourrait pas lui passer un traitement Péros? Et puis, rappeler que voilà, un caté qui a été posé en urgence, il vaut mieux le retirer et reposer, voilà, réévaluer. Et puis, du coup, ça se raccroche quand même à ce qu'a dit Sylvain avant, parce qu'il faut aussi se poser la question à un moment donné de est-ce qu'il faudrait, on sait que ça va durer un peu, est-ce qu'il ne faut pas se poser la question du coup du mid, qui semble quand même un caté qui serait pas vertueux par nature quand même, hein, faut pas exagérer, mais qui semble s'infecter modérément, et plutôt qu'avoir repiqué le patient X fois, etc., ce qui va mettre toute l'équipe en tension, et le patient aussi, à un moment donné, passer sur un autre type d'accès si on est sur un traitement intraveineux prolongé. Et ouais, pas oublier qu'il faut retirer, c'est souvent un frein, hein, parce qu'on sait que justement, patient difficile à piquer, on n'a pas envie de retirer. Bah, du coup, le corollaire, ça peut être quand même des infections graves, et donc il faut quand même rester vraiment bien peser tous les risques pour le patient et pas oublier l'infection dans l'équation. Alors, il y a plein d'outils. Moi, je vais pas les revoir tout en détail, hein, parce que moi, je suis pas sur le terrain, donc voilà, c'est pas des outils que je suis allé chercher moi pour voir comment ils étaient, s'ils étaient, je les ai jamais utilisés. Mais n'oubliez pas que Spiadi, enfin sur le site de Spiadi, il n'y a pas que les surveillances Spiadi, il y a d'autres outils proposés. Et il y a entre autres la boîte à outils Lily, avec un guide pratique qui peut servir à aller accompagner des formations de vos professionnels sur le terrain, donc avec un guide pratique. Je vous ai remis les liens pour ceux qui voudraient les avoir sous le coude. Un guide pratique, des affiches, un diaporama, une vidéo. Voilà, il y a des choses qui peuvent vous aider si vous n'avez pas forcément le temps de refaire des outils de formation pour vos équipes de terrain. Et puis il y a d'autres outils, un outil sur tout un truc sur les gants, sur les valves directionnelles aussi. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses à disposition qui peuvent vraiment vous aider à mettre en œuvre sur le terrain des pratiques, enfin, des formations de professionnels sur ce sujet-là. Alors, il y a plein d'autres choses. On ne voulait pas vous faire un catalogue parce que ça aurait été un peu ennuyeux. En sachant qu'il y a quand même, on a certains collègues qui sont un peu spécialisés dans un domaine ou un autre. Si vous avez de la néonate, alors ça va pas être la majorité d'entre vous aujourd'hui dans les gens qui écoutent, mais il y a vraiment le CEPIAS Auvergne-Rhône-Alpes qui est très très branché néonate parce que je crois de mémoire, ils doivent avoir une puère dans leur équipe. Donc voilà, c'est un sujet qui les a. Ils ont même une journée dédiée à la néonate dans leur journée CEPIAS. Donc ils font plein d'outils et ils ont plusieurs fiches dédiées assez récentes sur les abords vasculaires chez les tout petits. Ce qui est intéressant parce que c'est un sujet qui est assez rarement, voilà, qui est un sujet un peu à part. Vous avez le CPS Occitanie qui fait pas mal de films, plutôt sur les bonnes pratiques. Je crois qu'ils en ont un sur les trucs et astuces, sur les PICC Line. Enfin, voilà, vous pouvez trouver votre bonheur ici. Et puis le CPS Pays de la Loire qui fait plutôt des fiches pratiques, recto verso, sur entre autres PIC et chambre implantable. Mais il y en a plein d'autres, hein. Je crois que j'ai trouvé sur les 4 dernières années, j'ai sélectionné sur la base doc du REPIA abord vasculaire et j'ai sélectionné les 4 dernières années. Je crois que j'avais 50 liens différents, enfin 50 outils au sens large sur les abords vasculaires. Donc il y a vraiment de quoi faire et il y en aura régulièrement des nouveaux qui seront mis à disposition. Donc en pratique, alors après, voilà, ça c'est une problématique pour vous parmi plein d'autres, mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier, alors parfois profiter, entre guillemets, hein, d'un événement indésirable ou de choses dont vous entendez parler. Alors il faut des équipes qui ont quand même envie de travailler sur le sujet, sinon vous aurez évidemment du mal.
mais voilà, de rebondir sur un. Si vous êtes informé, hein, c'est toujours le même problème, on n'a pas toujours l'info qui arrive jusqu'à l'EOH. Du coup, essayez voilà, d'encourager le signalement interne, y compris la multiplication d'événements mineurs, hein, parce qu'on sait très bien que voilà, si on a plein de lymphangite, plus que d'habitude, c'est peut-être qu'il est en train de se passer quelque chose et c'est peut-être le moment d'aller y voir. Mais toujours pareil, encore faut-il que l'info soit remontée. Et puis, alors ça, c'est un vrai sujet sur lequel on reviendra, je pense, l'an prochain. Moi, je voudrais refaire de la promotion du signalement d'infections associées aux soins. Parce qu'on reçoit très peu de signalements de bactériémie. Alors, voilà, peut-être parce que vous-même ne les avez pas, mais et à l'inverse, on a parfois des signalements de bactériémie non évitables, ce qui du coup, bon, ne nous permet pas d'apporter grand-chose. Hein. Si vous avez une bactériémie pas sur abord vasculaire, bah, souvent il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre pour améliorer les pratiques. Par contre, les bactériémies sur abord, qui seraient J'attends que la sirène soit passée. Inattendu, inhabituel, hein, vous savez, c'est le critère 1 des signalements sur ICIN. Alors, inattendu, inhabituel, hein, c'est à chaque établissement de s'approprier ce que ça veut dire. Bah, si vous avez quand même beaucoup de gravité, un germe particulier ou des circonstances de survenue quand même pas banales, bah, ça peut valoir le coup de la signaler sur ICIN si vous avez eu vous l'info, parce que voilà, peut-être que ça peut être intéressant aussi pour les autres. C'est-à-dire que le signalement, vous allez pouvoir faire peut-être un tour d'expérience ou une RMM dans votre établissement, mais nous, si on a un signalement vraiment intéressant, enfin je dis ça, mais voilà, bien sûr que pour le patient, c'est toujours grave, mais ça peut être vraiment intéressant de faire savoir aux autres ce que vous avez fait, ce que vous avez pu mettre en place, parce que nous, après, on peut en faire une fiche et la mettre à disposition, et ça pourra aider d'autres EOH, et voilà. Pas oublier que ce qui vous arrive à d'autres, et que certainement, nous, on aimerait. Voilà, moi, c'est un des sujets que j'aimerais bien travailler, c'est essayer de mutualiser un peu ces analyses, ces investigations d'infections inattendues, inhabituelles, graves, etc., pour en faire quelque chose aussi qui puisse servir à tous les hygiénistes de la région. Voilà ce que j'avais en tête pour aujourd'hui. Je vais arrêter le partage. Et est-ce que vous avez des questions ou est-ce qu'il y a des sujets sur les abords vasculaires? Parce que voilà, nous, on a choisi deux thèmes qui nous semblaient intéressants, mais peut-être qu'il y a d'autres thèmes puisqu'on n'a pas encore fait notre programme 2025. Donc, s'il y a des sujets qui vous tracassent sur les abords vasculaires, entre autres, n'hésitez pas à nous en faire part, soit là, soit après, voilà, au sein des discussions qu'on peut avoir quand on échange. Et vraiment, n'hésitez pas à nous faire remonter vos besoins aussi. Est-ce qu'il y a des questions sur les outils ou est-ce que... Ben, merci à toi, Carole. Mais après, voilà, si on peut vous apporter notre appui, n'hésitez pas à nous, y compris voilà, dans des actions aussi de formation, des webinaires, s'il y a des sujets qui vous tiennent à cœur plus que d'autres. Non, pas de réaction. On vous a perdu. Trop de littérature scientifique. Alors, du coup, je ne l'ai pas dit, il y a je ne l'ai pas redit, il y a notre journée, n'hésitez pas à en reparler dans vos équipes, il y a notre journée du 17 octobre. On n'a pas beaucoup d'inscrits pour l'instant, c'est à Amiens. Donc, venez nombreux. Journée pour l'établissement de santé. Et puis, de rien, c'était avec plaisir. Le diapo sera sur le site. Hein, voilà, dans les jours qui viennent, je vais demander à Cécile de le mettre sur notre site internet. Et puis, on vous souhaite une bonne après-midi et on espère vous voir bientôt sur nos prochaines formations.